C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous informer, mesdames, messieurs. Bonjour chez vous et excellent week-end à vous tous. Excellente semaine, dirais-je. Excellente semaine à vous tous qui nous suivez. Et bienvenue à ces bulletins d'information, le 9h30. La présence de Félix Tshisekedi à la 78e Assemblée générale de l'ONU sera pour le chef de l'État sans aucun doute une énième occasion de dénoncer l'agression du Rwanda contre la RDC et une belle opportunité de réclamer une réelle attention de la communauté internationale. Mais alors, doit-on se contenter de cette attitude qui frise la routine? Élément de cette réflexion de la rédaction. Dénoncer l'agression du Rwanda contre la RDC ne serait pas une surprise d'entendre le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi l'affirmer le mercredi 20 septembre du haut de la tribune de la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York. Entre-temps, accusé pour la énième fois, l'incurie rwandaise est devenue un rituel, une habitude, une routine pour la conscience populaire congolaise et l'opinion en général. Cependant, pour une diplomatie active, cela est de bonne stratégie car elle finit toujours par payer malgré la durée. Sauf que sur le terrain, la désolation, elle, va continuer à trinquer, faute de résultats immédiats et plus probants, notamment avec le retrait pur et simple des forces négatives et étrangères dans les territoires encore sous contrôle des rebelles soutenus et appuyés en logistique par des pays voisins, dont le Rwanda de Paul Kagame. Vu des Congolais, cette dénonciation devient presque une attitude passive du gouvernement congolais parce qu'elle semble sans effet escompté en termes de résultats et réalités sur terrain. Faut-il compter toujours sur la communauté internationale pour se sortir de cette difficile et étrange occupation des terres congolaises par des ennemis formellement désignés et identifiés? Après des multiples rapports d'experts onusiens et indépendants, rapports publiés et reconnus, les Congolais commencent à s'interroger s'il est nécessaire d'attendre quelque chose des sessions de l'ONU, vu que les lignes, au propre comme au figuré, demeurent figées et ne bougent pas. Un statu quo favorable à l'occupant rwandais ainsi qu'à ses sous-traitants congolais battant pavillon M23 persiste. Il s'agit bien de l'incapacité des Nations Unies à faire respecter, via notamment la MONUSCO, le principe universel du respect de l'intégrité territoriale des États. Des pans importants du territoire congolais sont sous les mains des envahisseurs au vu et au su de la force la plus importante des Nations Unies. Voire, on dénonce même une certaine complicité entre les casques bleus et certaines forces négatives impliquées dans l'exploitation illicite et clandestine des minéraux congolais. Des sommets se sont tenus dans pas mal de capitales d'Afrique centrale, orientale, même australe, sans succès. Les processus de Nairobi et de Luanda, le déploiement de l'EAC, l'ultimatum du président Macron formulé depuis Kinshasa depuis mars en cette année, rien n'y fait. Lorsqu'on demande à Kigali de cesser tout soutien au M23, c'est généralement pour aussitôt exhorter Kinshasa à ne plus appuyer les FDLR. Pour le Rwanda, qui veut justifier son agression par le prétendu soutien de la RDC aux rebelles hutu-rwandais, que le pouvoir rwandais refuse indéfiniment d'intégrer parce qu'il les considère comme des génocidaires de père en fils. Enfin, c'est un cercle vicieux pour la RDC. Le souhait et les attentes du peuple congolais sont que, pour son grand discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, il convient donc bien plus que la condamnation de routine et de principe pour assurer les Congolais en général et en particulier, arrête. Que ceux qui habitent l'Est du pays se retrouvent dans une attitude plus ferme, surtout que le président congolais avait subordonné la réussite de son mandat à la pacification de la partie orientale de la RDC. Le gouvernement s'engage à intégrer le frais de transport et la mécanisation des 50 000 agents certifiés. Sont là les résolutions des travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de la fonction publique. Ces assises de 6 jours qui se sont clôturées ce samedi 17 septembre à Sultani Hotel avaient pour objectif d'évaluer les décrets d'exécution des engagements déjà pris par le gouvernement lors des accords de Bibois. Jocelyne Massiala pour les détails. Désormais, le pacte social est scellé entre le gouvernement et le bon syndicat de l'administration publique. Le gouvernement s'engage à l'application intégrale du décret du Premier ministre fixant la grille barymique au 4e trimestre de cette année en cours, en intégrant les frais des indemnités et des transports et la mécanisation des 50 000 agents certifiés jusqu'à présent non encore rémunérés, et c'est dans le but d'améliorer l'inclusion salariale. Une mesure qui entrera en vigueur au 4e trimestre de cette année. Ce sont là les résolutions issues des travaux de cette commission paritaire. Suivant les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République,
chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère qu'il n'y aura point de décollage de ces grands Congos sans une administration publique digne de ce nom, qui soit au rendez-vous de l'efficacité, de l'efficience et des résultats. Une administration publique où le fonctionnaire ne sera plus regardé comme un numéro matricule et une charge, mais plutôt comme un acteur majeur du développement. Signalons que ces travaux se sont clôturés par la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. Les syndicats, quant à eux, ont exprimé leur satisfaction au président de la République pour avoir tenu à ses engagements. Eux, ils s'engagent aussi à leur tour de soutenir le gouvernement dans ses efforts de mobilisation de recettes en restant vigilants et signalant les cas de fraude, des détournements des fonds publics et de la corruption. Arriver à des conclusions acceptables, ça ne peut que nous enchanter, parce que là au moins, nous avons les éléments de restitution auprès de nos affiliés, de nos adhérents, de nos syndiqués. Quand nous sommes entrés dans cette salle, nous ne pensions pas atterrir en beauté. C'était vraiment difficile de part et d'autre, mais Dieu merci, nous avons atterri en beauté et c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Évaluer la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement lors des accords de Bibois, tel a été l'objectif de ces travaux de 5 jours entre le gouvernement et le banc syndical de l'administration publique INAP en sigle. Chemin de fer, transport aérien, taux d'échange du dollar. À 3 mois des élections, ce gouvernement a échoué. Tel est le constat amer de l'honorable Steve Mbikai, membre de l'Union sacrée de la nation, qui souhaite la démission pure et simple du gouvernement Sama Lukonde, qu'il dénonce responsable de cette contre-performance multisectorielle. Élément de reportage. Fervent défenseur du régime Tshisekedi, l'ancien ministre des Affaires sociales et humanitaires, Steve Mbikai s'en va en guerre contre la gestion du pays par la plateforme présidentielle de l'Union sacrée de la nation dont il est membre. Connu pour ses critiques froides, cette fois-ci, il en a réservé une dose à sa propre famille politique, s'en prenant sans honte à celle-ci pour sa gestion qu'il estime calamiteuse avec des illustrations à l'appui. Ce député national et initiateur du Front Patriotique 2023, une plateforme qui soutient la réélection de Félix Tshisekedi, s'est senti mouillé et dépouillé de tout son espoir sur la gestion du pays par le gouvernement qu'il a chargé et déplumé. Pour lui, ce gouvernement doit démissionner. Aujourd'hui, le chemin de fer est en faillite, le transport aérien inexistant, la connexion de toutes les provinces impossible par route. Le front congolais continue à battre de l'aile face au roi dollar. Dans ces conditions, comment améliorer le social de la population? À 3 mois des élections, proteste Steve Mbikai avec toute inquiétude. À cette occasion, il invite ses collègues, députés de l'Union sacrée de la nation, à exiger la démission pure et simple du gouvernement Sama Lukonde, tout en prévenant sur leur sort que lors des prochaines élections de décembre 2023, en tant que député de l'Union sacrée de la nation, sous peine d'être tenu responsable de ces échecs du gouvernement Sama Lukonde par les électeurs conscients de cette contre-performance multisectorielle des Warriors. Selon Steve Mbikai, qui martèle et promet de battre campagne pour parvenir à la démission immédiate et la mise sur pied d'une équipe de choc qui devra garantir la conservation de cette majorité parlementaire d'ici le 20 décembre 2023. Sinon, beaucoup d'entre les membres de l'Union sacrée, promet-il, feront des allées sans retour. En conclusion, Steve Mbikai lance qu'en interne, il faut un courant qui dise la vérité au président de la République pour la survie de sa famille politique. Et pour finir, la gouverneure Aïe du Kasaï oriental, Julie Kalenga Kabongo, a procédé le week-end dernier au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la rougeole. Cette cérémonie a vécu au rond-point Ozana de la commune de Dioulou en présence de plusieurs autorités provinciales et partenaires du secteur de santé du Kasaï oriental. Suivez. Dans son discours, Julie Kalenga Kabongo a de prime abord rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son choix porté sur les secteurs de la santé dans son programme d'action. Elle a aussi remercié tous les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé pour leur contribution à cette campagne de vaccination avant de s'adresser directement à la population concernée. La première autorité de la province a invité tous les parents ayant les enfants de 0 à 5 ans
9 mois, de les emmener dans les centres de santé le plus proche ou à d'autres sites aménagés pour la vaccination. J'ai le réel plaisir de présider ce jour cette cérémonie du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la rougeole. À cette occasion, je rends d'abord un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son choix porté au secteur de la santé dans son programme d'action. Je remercie ensuite tous les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé qui ont contribué à l'organisation de cette campagne de vaccination. Je témoigne enfin toute ma gratitude à vous tous qui avez rehaussé de votre présence cette manifestation. Honorable président de l'Assemblée provinciale, distingués invités, je reste convaincu que 6 jours d'activité sont une occasion pour chacun, à ce qui les concerne, de conjuguer les efforts afin que la campagne de vaccination soit une totale réussite. Car vacciner, c'est protéger. Vacciner, c'est aimer nos enfants. Symboliquement, Kalinga Kabongo Jili a participé à la vaccination de quelques enfants dans le parage du rond-point Ozana sur l'avenue Kassavubu. En ce qui concerne la rougeole, les statistiques nationales renseignent que depuis la 44e semaine en 2022, la province du Kasaï oriental a notifié 11 088 cas suspects de rougeole dans 18 zones de santé, parmi lesquels 9 000 enfants de moins de 5 ans et plus de 2 000 enfants de 5 ans et plus de 350 échantillons prélevés ont été testés positifs à l'INRB et par cet effet, elle est la deuxième province après le Haut-Katanga. Pour rappel, cette campagne de vaccination intervient quelques jours seulement après les échanges entre l'autorité provinciale et les syndicats des infirmiers qui ont trouvé un compromis sur la situation de la grève observée par les infirmiers. Les différents intervenants ont salué l'implication personnelle de Julie Kalinga Kabongo et son management qui ont conduit les syndicalistes à accepter de sauver la vie des enfants en les vaccinant. C'est ici qui prend fin ce bulletin d'information, le 9h30. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.